Je ne vais pas dire de bêtises. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Dr Shihab Moqaddam, qui est stagiaire postdoctoral à l'Université de Montréal, qui a aussi fait son doctorat à l'Université de Montréal avec mon ami Houeri Haraoui, que beaucoup de personnes connaissent ici, qui va nous parler de ses travaux de doctorat donc sur le réusinage, refactoring, dans l'ingénierie dirigée par les modèles. Pour pas te mettre de la pression, à peu près, tu as le record de profs qui assistent à ta présentation. Ah. Je pense que j'ai jamais vu autant de profs dans la salle. Euh, Donc, donc le sujet est intéressant, bravo. Et il donne un cours chez nous au niveau de la maîtrise en génie logiciel. Donc c'est le cours qui s'appelle Programmation et conception détaillée orientée objet. euh, bonjour tout le monde. Euh, c'est Hafed, merci à tout le monde qui sont présents. Donc, pour corriger un petit peu, je suis plus postdoc à l'Université de Montréal, je suis finissant. Je travaille un petit peu avec les startups, on essaie de développer des choses, et beaucoup plus des recherches. Donc, aujourd'hui, je vais présenter un petit peu ce qu'on a fait au niveau de mon doctorat, mais j'essaie aussi de garder l'affaire de quand on profite de la connaissance d'un domaine. Et quand on essaye de trouver une autre solution, là, on n'a pas la connaissance claire à utiliser. Euh, donc, moi, je travaille avec professeur Houari, je crois, je le connais, Houari Sahraoui, et aussi avec professeur Eugène Siriani. Donc, tout ce que je vais présenter, les papiers et tout, c'était tout ça en collaboration avec eux. Euh, donc, pour dire que le séminaire, on l'a fait à la dernière minute. Donc, c'est juste la semaine passée que j'ai entendu que je vais faire le séminaire. J'étais pressé un petit peu pour Il a appris qu'il allait donner le séminaire la semaine dernière. Ouais. Donc, je ne savais pas et avec la charge et tout. J'ai pas trop préparé, mais c'est un peu des choses qu'on fait, qu'on discute tout le temps, donc c'est correct. Je vais prendre le... On a plein de problèmes qu'on essaie de résoudre en génie logiciel. Moi, je m'intéresse beaucoup plus au refactoring et travaille en ingénierie dirigée par les modèles comme un domaine un peu spécifique. Et ce que je vais présenter, en fait, ça peut les mêmes stratégies, les mêmes principes peuvent se faire dans d'autres domaines, surtout l'affaire, là où on utilise par exemple la connaissance du domaine et là où on essaye de substantier cette connaissance par l'apprentissage automatique à partir d'exemples, quelque chose comme ça. Et donc, rapidement, qu'est-ce qu'un refactoring? Donc, souvent, on a un modèle comme un diagramme de classe. Tout le monde a fait au moins un diagramme de classe une fois durant leur processus en génie logiciel. Mais c'est juste pour présenter qu'est-ce qu'un refactoring, mais en général, ça dépend du domaine là où on va travailler. Donc, si on a un modèle, avant le refactoring, le modèle, c'est un petit peu comme ça. Mais en fait, on a des anomalies dans ce modèle-là au niveau des attributs. Par exemple, vous avez l'ID qui est dans la classe mère shape. Et aussi, vous avez l'ID qui est dans la classe rectangle, qui est sous-classe de la classe mère. Donc, ça, c'est une mauvaise conception. Donc, un refactoring peut dire, comme j'ai... Non, c'est pas faire. J'aime pas cette façon, mais OK. Donc, donc ça, c'est une anomalie. Si on peut détecter premièrement que j'ai une anomalie dans mon design, je peux après décider quel genre de refactoring je le fais. Donc, le ID, il est présent dans la sous-classe et la classe mère. Et aussi, j'ai l'ID qui est dans une autre classe qui est sous-classe aussi. Donc, un refactoring peut être de juste éliminer le ID qui est en bas et garder juste le ID qui est dans la classe mère.
Ça, c'est un premier refactoring. Un deuxième refactoring et une deuxième anomalie par rapport à l'attribut color est présente dans les sous-classes de la classe mère shape. Euh, on peut améliorer la qualité de ce design par ce qu'on appelle pull-up attribute. En prenant cet attribut-là et on le met dans la classe mère, et comme ça, tout le monde peut hériter. On a éliminé la redondance, on a amélioré le design en général, la compréhension, lisibilité, euh, ainsi de suite. Donc, ça, c'était juste un exemple de refactoring. Moi, aujourd'hui, je vais présenter un petit peu ce que je fais dans ma thèse. Donc, c'est quoi la problématique, le contexte et notre vision au refactoring en ingénierie dirigée par les modèles. Après, je vais parler de deux grands paliers. Le premier, là, on a la connaissance a priori de comment faire un refactoring dans un domaine. Et le deuxième palier, c'est quand on n'a pas la connaissance. Eh bien, on ne sait pas comment faire par rapport à ce domaine-là. Parce que parfois, on dit on connaît un petit peu le refactoring, mais si tu prends un domaine spécifique, tu commences à se perdre. Bien, au moins pour les ingénieurs, c'est pas toujours facile. OK? Donc, souvent, dans les domaines specific languages, on a vraiment besoin de quelque chose comme ça. Donc, le contexte, c'est l'ingénierie dirigée par les modèles. En anglais, Model-Driven Engineering. Donc, c'est un paradigme qui promet de réduire la complexité de développement de logiciels. OK? Donc, il utilise beaucoup plus des modèles et les transformations de modèles comme deux artefacts principaux, mais il y en a plein d'autres artefacts. Et ces deux-là, ce sont les plus utilisés. Après, l'idée, c'est que en ingénierie dirigée par les modèles, on va juste gérer les grands artefacts, par exemple, comme les modèles. Après, on va essayer de faire le reste des tâches, par exemple, par des transformations de modèles qui vont générer le code automatiquement, qui vont faire certaines choses, qui vont basculer la connaissance d'un modèle vers un autre, diagramme de classe vers un use case, ainsi de suite. Après, nous, on voit le refactoring comme une transformation de modèle ou une ingénierie dirigée par les modèles. Parce que quoi que ce soit ce qu'on fait, on est en train de transformer quelque chose dans le modèle pour avoir une nouvelle version améliorée. Donc, c'est une transformation de modèle. Donc, on va réagir sur le même artefact. Ça veut dire que c'est une in-place transformation. On va faire des modifications dans le même modèle et elle tend à améliorer la qualité par des modifications dans la structure. Mais il faut surtout préserver le comportement parce que ça, c'est la définition de l'artefact. Donc, comme j'expliquais, en MDA, on a plusieurs artefacts. Les deux grands artefacts, ce sont les transformations de modèles et les modèles aussi. Mais surtout quand on parle d'un domaine spécifique language, c'est là où ça commence vraiment à se compliquer. Les transformations commencent à grandir, mais il ne devient pas assez facile pour tout le monde de le comprendre ou bien de le maîtriser. C'est la même chose pour un modèle. Un petit peu, ce que vous voyez là, c'est diagramme de classe, mais ça peut être n'importe quoi. Euh, Donc, les refactoring ici, le refactoring nécessite une connaissance a priori à un domaine si tu veux travailler dans ce domaine-là. Et aussi, il nécessite une connaissance particulière par l'artefact que tu vas travailler avec pour que tu puisses utiliser bien tes trucs ou bien tes astuces de refactoring. Comme ça, tu peux améliorer un peu la qualité. Euh, donc, moi, je vais utiliser les deux et on va utiliser différentes approches. Et à chaque fois, je prends un artefact différent. Je vais expliquer un peu plus après. Donc, la problématique qu'on a, est-ce que c'est possible d'automatiser le refactoring en ingénierie dirigée par les modèles? Mais tout ce qu'on essaye de faire, c'est de rapport avec l'automatisation. Et aussi, on veut chercher si on peut à tout moment et en toute situation automatiser. On a différentes situations. Parfois, je connais comment faire dans certains domaines DSL, Domain Specific Language. Dans certains, je ne connais pas. Dans ce cas-là, est-ce que je suis capable de faire? Donc, on a mis les deux situations à part. Première situation, j'ai de la connaissance tout disponible. Et dans la deuxième situation, je n'ai pas la connaissance comment faire le refactor. Et juste en parenthèse, comme on est dans un séminaire, la même chose qu'on fait là, on peut faire par d'autres problèmes.
On a évolution, par exemple, des artefacts, c'est la même chose. Si tu es un domaine de santé, c'est la même chose. Tu dis, est-ce que j'ai de la connaissance? Voilà, qu'est-ce que je fais? Si j'ai pas de la connaissance, on va essayer d'apprendre quelque part d'autre. Par exemple, à partir d'exemples. Donc, pour le cas où la connaissance est disponible, euh, on cherche qu'est-ce qu'il peut être comme une connaissance. Donc, il y en a du travail qui est déjà fait. Et nous, on a commencé à regarder un petit peu, on a trouvé en fait que les design patterns sont parfois utilisés pour les factoring. Ce sont une connaissance d'importance, valuable information. C'est une connaissance qui a de la valeur. Donc, on a dit que si je peux utiliser les design patterns pour le refactoring, ça c'est excellent. En fait, les gens, surtout ceux qui sont dans le domaine depuis longtemps, ils savent que ce travail est déjà fait. Mais en fait, nous, on a choisi d'aller avec les transformations de modèles parce qu'il n'y a personne qui a travaillé sur ça. Donc, pour les transformations de modèles, il n'y a personne qui a fait le refactoring. Ce que vous voyez ici, ce sont les design patterns pour les transformations de modèles. Donc, l'affaire, c'est quoi? C'est que si on veut aller avec le refactoring basé sur les patrons de conception, on va trouver une façon comment générer les opportunités de refactoring. Parce que tu as un grand artefact, un grand modèle, une grande transformation de modèle. La première chose que tu dois chercher, où je peux changer, où je peux faire des modifications. On peut appeler ça aussi comme anomaly detection. Ou bien c'est juste quel genre d'éléments que je peux toucher pour améliorer la qualité et pour soit introduire un design pattern, soit compléter une variante d'un design pattern, soit changer d'une variante vers une variante de meilleure qualité. Donc, quand je trouve les opportunités, Juste pour être pas clair dans ma tête. Pour le design pattern, euh, donc j'ai un type de problème pour lequel j'ai une solution. Donc, j'essaie de comprendre ce que tu dis. Toi, tu dis on va utiliser le même paradigme que le design pattern, mais pour le refactoring. Donc, je détecte une situation qui nécessite le refactoring. Et là, j'applique le refactoring de la même façon que pour un design pattern, je détecte une situation, pose problème. Et là, j'applique les transformations qui sont en fait, implicites dans le patron. Est-ce que c'est ça? en fait, je vais redire différemment. En fait, nous, on a trouvé, c'est quoi un design pattern au début? Un design pattern, c'est une solution connue pour un problème connu. Donc, c'est une excellente solution que tout le monde est d'accord que c'est la meilleure façon de faire pour ce genre de problème. OK. Donc, nous, on a regardé, on a trouvé que ça, c'est une solution excellente pour un domaine. OK. Si tu travailles pour une transformation de modèle et tu as les design patterns pour les transformations de modèle, et ils font la job bien comme il faut. Donc, nous, on a dit, cette connaissance, on va l'utiliser d'une façon pour améliorer la qualité d'une transformation de modèle ou d'un artefact. Donc, quand tu regardes les transformations de modèle, par exemple, tu vas voir que les gens ne respectent pas tout le temps les design patterns. OK. Donc, nous, si on détecte l'existence Les design patterns au niveau des transformations de modèles ou les design patterns au niveau des again before? au niveau des transformations de modèles, Okay. si je travaille, On suppose qu'il y a des design patterns spécifiques à des transformations. il existe déjà. Voilà, il existe. Et le jour là, on a commencé à travailler sur ça, c'était un peu nouveau là. Okay. Donc, un catalogue pour les design C'est patterns. là-dessus que Mounir a travaillé. Voilà. Donc, Je suis ennuyé très vite. Alors. donc, si je travaille sur les modèles, par exemple, Ok, mais ouais. Si je travaille sur les modèles, maintenant, je prends les design patterns qui sont reliés au modèle. Si je prends le code comme artefact, je prends les design patterns comme Gang4 pour le code. Et après, qu'est-ce que je dis? Je vais détecter ces design patterns. Si je trouve que les gens, ils le font bien comme il faut, bah, c'est déjà excellent. C'est une façon pour évaluer la qualité. Si je trouve qu'il existe une instance, mais c'est partiellement présent, c'est là où qu'on va détecter. Quand c'est partiellement présente, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de la compléter pour améliorer la qualité. Parce que tout le monde connaît le composite design pattern. Mais dès qu'on commence à utiliser, après, on s'ennuie
comme Monsieur Monet. Et après, on dit, bah, tu mets les liens un peu partout et c'est fini. Mais après, avec le temps, le design, c'est pas bon. Donc, ce qu'on fait, on ramène une approche qui va détecter que ça, c'est une variante. C'est pas le design peut-être bien comme il faut. Donc, si tu es capable de détecter la variante, après, tu dis, ah, tu as besoin juste quelques éléments de plus, changer un petit peu le design, et comme ça, tu vas améliorer la qualité. Voilà. Est-ce que tu as dans tes slides un exemple de design pattern de transformation? Ouais, Ah, ok, all right. Je OK. vais attendre. Pas de problème. Le deuxième cas, j'ai pas de connaissance. Je ne sais pas, c'est un nouveau domaine. Je suis parti chez Hydro-Québec, ils m'ont montré leur domaine specific language. Je suis perdu. Comment on fait là? Tu viens de l'ICAM, tu dois montrer quelque chose. Après, qu'est-ce qu'on dit? On dit, regarde, est-ce que vous avez des exemples comment vous faites l'affaire? Ils vont appeler quelques experts qui vont venir et te dire, regarde, si on a ça, avant le refactoring, ça va devenir ça. Après le refactoring. Excellent. Donnez-moi d'autres exemples. Il va commencer à te donner quelques exemples. OK? Parfois, les exemples sont énormes. Travaille chez Facebook, ils ont toute la connaissance. Parfois, quand la connaissance spécifique à un domaine, il n'y a pas beaucoup d'exemples. OK? Et parfois, ils ont une quantité grosse base de données, mais quand tu veux résoudre un problème, par exemple comme refactoring, tu trouves que toutes ces données-là, ils ne sont pas assez pour apprendre quelque chose. OK? Donc, nous, on va substituer la connaissance par apprentissage automatique. C'est un peu l'intelligence artificielle, mais nous, on est spécifique à evolutionary algorithm ou bien on dit search-based software engineering. OK? Donc, la thèse, c'était, il est possible d'automatiser le refactoring. Nous, on s'intéresse beaucoup plus à l'automatisation et non pas juste à exécuter à la main. Donc, il est possible d'automatiser le refactoring en MTI en présence et en absence de connaissances. C'est ça ce qu'on a supposé le premier jour. Après, les objectifs, c'était d'améliorer l'automatisation en refactoring, du refactoring en MTI. Euh, On va étudier le refactoring en MTA, premièrement, parce que c'était quand même nouveau pour nous, et offrir une solution automatique de refactoring en toute situation. Donc ici, on a différentes situations dont on doit avoir différentes approches. Euh, Quand la connaissance est disponible, on a décidé d'aller avec la détection des patrons de conception comme opportunité de refactoring. Je vais dire un peu plus sur ça après. Et après, on va proposer des solutions lorsque la connaissance n'est pas disponible. Et ça, on va les faire par apprentissage de règles de refactoring. Ça veut dire on va avoir un ensemble de règles qui vont être comme un programme. Quand on lance, il va refactorer l'artefact, le modèle ou consommation de modèle. OK? Et on va utiliser des exemples pour réussir l'affaire. Donc, c'est un peu ça ce que vous allez voir par la suite, basé sur la connaissance, basé sur des exemples. Ici, on a la détection du patron de conception. L'autre, c'est l'apprentissage des règles. Pour ce cas-là, parce qu'on a dit, on a indiqué, on a plusieurs artefacts, donc on a choisi d'aller avec les transformations de modèles pour la détection de design pattern, parce que pour les modèles, ça existe déjà. Pour le code, ça existe déjà design pattern detection comme opportunity de refactoring. Pour les transformations de modèles, on tient le premier. Good. Après, pour l'apprentissage, on va apprendre euh, des modèles on va faire les approches, on va utiliser les modèles comme artefacts d'étude. Voilà. Donc, quand la connaissance est disponible, le premier cas, euh, un design pattern, c'est un ensemble d'éléments. On a commencé à étudier un peu c'est quoi design pattern, comment il va sortir dans le modèle ou dans l'artefact, dans une transformation de modèle. Donc, premièrement, un design pattern est composé de plusieurs éléments. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, quand on dit détection de design pattern, c'est la détection de toutes les instances de design pattern au niveau d'un artefact. Parce que quand on dit un design pattern, c'est juste la structure que tu vois, par exemple, que j'ai montré. Mais après, tu as une instance ici, une instance là-bas, une instance au début du programme, une instance à la fin, au milieu de la transformation. Tu as plusieurs instances. OK? Après, ça, c'est important. Parfois, l'instance, elle existe complètement.
Ça veut dire les gens, ils ont bien fait l'affaire, ils ont implémenté complètement les design patterns, ils suivent les règles, ils suivent l'approche. Ça fonctionne. Et parfois, en fait, soit il n'existe pas, soit l'existence, elle est partielle. Ben, dans le cas où, euh, le refactoring, moi je vais laisser un petit peu le refactoring, on va juste, pour faciliter la discussion, on va juste se concentrer sur la détection des design patterns. Donc, détecter un design pattern, c'est détecter tous les éléments. Ça, on appelle une instance complète. C'est-à-dire, on a tout trouvé. Super. Maintenant, on a des instances là où l'existence, elle est partielle. Ça veut dire on n'a pas trouvé tous les éléments d'un design pattern. De ce fait, on considère que c'est une instance partielle. Et ces instances-là, souvent, c'est là où on va engager avec le refactoring pour compléter les instances. Après, le type de refactoring, c'est sûr qu'il va dépendre le type de design pattern. Donc, si le design pattern, c'est Entity Relation Design Pattern, là où on va montrer comment créer les entités, comment faire les relations entre les entités, ainsi de suite, ben, le refactoring va suivre ce design pattern. D'autres design patterns, donc le refactoring va suivre les nouveaux design patterns. Okay? L'existence. Merci. Je vais être tannant. Non, t'inquiète, c'est juste pour. On va demander à ma femme, elle va dire, ah, il est toujours comme ça. Euh, parce que je peux comprendre ce que tu dis de plusieurs façons. Mhm. On a travaillé un peu sur les patrons de conception. Un peu, c'était le sujet de thèse de Zlem, prof à l'EPS. Euh, L'application d'un patron de conception se fait par transformation de modèle. Mhm. Et nous, la façon dont on a représenté un patron, on a comme le before model et le after model. Ouais. Et tout patron de conception, en fait, on l'a, on l'a formulé comme euh, un triplé, le modèle du problème, le modèle de la solution et la transformation qui me permet d'aller du problème vers la solution. Ouais. Donc, j'essaye de raccorder ma compréhension avec, oui, pour appliquer un patron de conception, je fais une transformation de modèle. Ouais. Mais toi, tu parles de patron de conception de transformation de modèle. Ouais. Donc, tu vas reprendre une transformation de modèle et tu dis qui peut être problématique et tu veux la remplacer par une autre transformation de modèle Voilà. qui est bonne. OK. En fait, ce que vous êtes en train de dire, ça, c'est higher order transformation. Ça veut dire une transformation qui va s'appliquer sur une autre transformation. OK. Elle le considère comme un modèle ou un artefact. OK? C'est bon, ça c'est correct. Mais moi, maintenant, je ne vais pas faire ça. Je vais juste faire la détection de design pattern. Donc, détection d'un modèle de solution. Une instance d'un design pattern. Oui. C'est-à-dire du modèle de solution. Ouais. Par exemple, détection d'un composite. Super. Excellent. OK. S'il existe, voilà, il existe. S'il existe partiellement, on dit ça, c'est une opportunité. Si tu le complètes, ben, tu vas avoir une meilleure qualité. OK? Donc, c'est ça ce qu'on a dit. L'existence partielle du patron, c'est l'affaire de refactoring. Ça veut dire ça, tu as une opportunité de refactoring, tu peux toujours travailler. Si le patron n'existe pas du tout, ces gens, ils n'ont pas suivi aucun design pattern. Maintenant, on dit, tu as une opportunité pour produire le design pattern ou bien pour introduire le design pattern. Tu vas refaire la même chose, la même solution, mais en utilisant les design patterns. OK? Et parfois aussi, tu as des différentes variantes pour design pattern. Si tu prends par exemple design pattern composite, si tu cherches vraiment dans le code, par exemple, tu vas trouver des gens qui utilisent cette variante, d'autres utilisent cette différente variante. Donc, parfois, une variante, c'est une meilleure qualité d'une autre. Parfois, même quand on détecte quelque chose, on dit ça c'est complet, ça c'est une variante correcte, mais tu peux le changer avec une autre variante, nouvelle, new trended. Ça dépend pour améliorer la qualité. OK? Et surtout quand tu travailles dans un domaine spécifique language. Si c'est un peu tricky, parce que tu connais pas trop le domaine, les gens ils disent des choses, ils sont pas sûrs, donc tu as toujours ce genre de trucs. Donc, moi, je vais continuer juste Design Pattern Detection. On a étudié l'état de l'art pour ce qu'on a dit.
Donc, il y en a des gens qui ont la même vision. On va utiliser des impacts pour refactoring, et ainsi de suite. Euh, je vais passer rapidement. Donc, pour ceux qui s'intéressent à appliquer le refactoring par les design patterns, il y en a. Il n'y a personne pour les transformations de modèles. Pour ceux qui détectent les opportunités pour les design patterns, il y en a des différents groupes, mais il n'y a personne qui travaille toujours sur la transformation de modèles. Mais la différence entre eux, c'est souvent dans la façon comment il va représenter son artefact. C'est-à-dire s'il prend par exemple le graphe, le code, comment il va faire avec. Désolé, s'il prend le modèle ou le code, comment il va faire avec. Donc, la grande majorité utilise comme des graphes pour représenter le modèle. Il prend le code et génère un graphe. Il prend un modèle et génère un graphe. Après, il fait la détection au niveau du graphe. D'autres utilisent comme des requêtes de base de données, d'autres des métriques pour pouvoir améliorer un petit peu ou bien dire si le design pattern existe ou pas. OK? Donc, nous, on a trouvé que ces solutions-là ne peuvent pas être généralisées. Donc, on ne peut pas juste prendre la même solution et utiliser la même solution pour les transformations de modèles. Et l'autre histoire, il n'y a personne qui est utilisé pour les transformations de modèles. Okay? En fait, souvent, j'ai plein de choses à dire, mais on va juste pas. OK. Pour la première contribution, euh, donc c'est ça, détection des patrons de conception pour les transformations des modèles. OK. Nous, on a dit, on a deux contributions pour la détection des design patterns. Donc, la première, on a dit, on va utiliser des règles pour détecter les design patterns. OK? Donc, ces règles vont être implémentées, après, on va l'utiliser. Ça, c'est un exemple d'une transformation de modèle. Ça, c'est une transformation de modèle. Quelques règles qui font que tu prends, par exemple, quelques éléments dans un diagramme de classe, tu vas les transformer vers des éléments vers Entity Relation Model, par exemple. OK? Donc, qu'est-ce qu'elle dit, par exemple? Il dit, si tu trouves un élément classe, ben, tu crées un élément table. OK? Ça, c'est le langage Henshin pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas. Henshin. Ouais, Henshin. Il a le graphical DSL. Alors, la DSL, c'est graphique, donc tu peux interagir juste avec le graphisme. Donc, si tu trouves une classe, tu crées une table. OK? Mais ce qu'il fait là, c'est que ce qui est en bleu pour dire qu'il ne faut pas que cette table existe déjà. Il faut que tu ne crées pas de duplication. OK? Et après, le monsieur est en train de créer des traces pour garder une trace entre la classe dans le source et la classe dans le target. OK? Donc, il fait les choses un peu bien comme il faut. Il suit un design pattern. OK? Après, ça c'est pour les classes, ça c'est pour les attributs, parce que les attributs, ce sont des éléments aussi dans ton modèle. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il essaie de mettre les liens entre les classes et les attributs pour dire tel attribut il est à telle classe. OK? Donc, ici, il est en train de créer un peu les liens, mais il utilise les traces pour garder le lien, parce qu'à un moment donné, le programme va se perdre. Tel attribut, il est où? Il doit se mettre où? Bon. Et aussi, parfois, quand tu as plusieurs instances, il peut avoir soit des duplications, soit il va oublier certaines instances. Donc, ils ont créé des traces pour garder, pour être sûr. Cet attribut, il va être dans cette classe. Et ça, en fait, ça, c'est une instance partielle d'un design pattern. Avant de passer, en fait, ça, c'est le scheduling. Ça, c'est comment tu vas exécuter tes règles. Tu as ici trois règles. OK? Et à un moment donné, tu vas les lancer, mais qui va être la première? Donc, le design pattern, je vais parler juste après, ou bien le monsieur ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais créer les classes, après je vais créer les attributs, après je vais faire les liens entre eux. OK? Et ça, c'est exactement ce que le design pattern il dit. Il dit, tu commences par créer les entities. L'entity peut être une classe, un attribut, quelque chose d'autre. Après, tu as les relations entre eux. OK? Donc, les relations, comment tu vas les créer? C'est le design pattern ici, il est en train de décrire un petit peu. Tu prends le modèle source et le modèle target. Ça, c'est les métamodèles, mais tu vas appliquer sur les modèles. Après, au début, tu commences par créer les entités. Tu as une entité, tu crées l'entité source. L'entité source, tu crées l'entité target, de l'autre côté, cible, voilà. Après, tu as la trace entre les deux. OK? Tu gardes toujours une trace.
Vous voyez ici comme N0, ça va pour représenter un peu le negative condition. Pour dire, il ne faut pas que cet élément existe déjà, ce que vous avez déjà vu ici en bleu. OK? Donc, tout ce que vous voyez, ce n'est pas nous qui a fait. Je suis juste en train d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Cette DSL, c'est faite par Argon et Eugène. Ils ont travaillé, je crois, les États-Unis pour donner la DSL pour faciliter un peu la compréhension des patterns pour les transformations de modèles. Et le scheduling ici, il est là. Vous pouvez voir, tu vas commencer ici, tu vas donner les sources et les target models et tu vas donner aussi le modèle des traces ou bien le métamodèle pour les traces parce qu'ici, tu as trois métamodèles. OK? Après, tu vas lancer ton affaire ou bien tu vas suivre ce design pattern. Ouais. En conclusion, en fait, juste pour ça, on dit dans une bonne conception, tu crées toutes les entités avant de les relier. Ça, c'est un peu la conclusion d'un design pattern. Tu crées toutes les entités avant de les relier. Et aussi, tu dois avoir des traces pour bien faire l'affaire, pour ne pas se perdre. Donc, pour un design pattern, ça, c'est un participant. Ça, c'est un participant. Essayez de mémoriser ça parce qu'on va utiliser ce terme. Ça, c'est la première règle, c'est un participant. Une deuxième règle, c'est un participant aussi. Donc, les participants, on a deux. Celui qui crée les entités, l'autre, il va créer les relations. Pour la planification, elle dit, tu dois exécuter toutes les participants qui vont créer les entités. Après, les participants qui vont créer les relations. OK? Et on va utiliser un modèle de traces pour créer les traces entre les entités. Après, on va utiliser ces traces pour créer les relations. C'est bon? Voilà l'exemple que M. Habib demande. Donc, ça, c'est la transformation et ça, c'est le design pattern. Et je vais doucement expliquer un petit peu une instance, comment ça existe. Avant de commencer, je veux dire que ça, c'est excellent comme une transformation de modèle. Ça veut dire le monsieur, il a bien suivi. En fait, je crois que c'était nous. On a bien suivi le design pattern. Mais on l'a fait avant ce travail pour un truc là. OK? Donc, ça, c'est le participant, source entité, target entity, la trace. Et voilà la règle. Et on a pris un élément, on a cherché l'élément dans le métamodèle cible. Donc, pour la classe, on veut créer une table. Et on a préservé que cette table n'existe pas et on a utilisé des traces. Donc, ça, c'est une instance dans une grosse transformation de ce participant. Après, ça, c'est une autre instance. Ici, il est en train de créer les attributs. Pour chaque attribut, il crée une colonne. Ça, c'est une nouvelle instance. OK? Après, il est en train de créer les relations entre les éléments. Par exemple, ici, pour les classes, tu crées des attributs. Pour les tables, tu crées des colonnes. En fait, ici, il y en a une erreur. Class table. Ah, non, 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 c'est inversé. Pour les classes, tu crées des tables. Pour attributs, tu crées des colonnes. Après, si tu trouves que tu as les traces, tu as tout créé, maintenant tu commences à créer les relations. Ça, c'est une instance aussi, mais c'est partiel. Parce qu'il n'a pas pris en considération euh, negative condition. La partie là, on dit tu ne dois pas avoir déjà une relation créée. C'est à peu près ce qu'on a fait là. Tu ne dois pas avoir l'élément table créé déjà. Ici, il n'a pas considéré ça. OK? Après, la deuxième phase, c'est de dire est-ce qu'il a correctement exécuté les règles. Parce que si tu exécutes, par exemple, comme ça, après tu reviens comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu exécutes ça, après tu exécutes ça, après tu exécutes ça. Si tu as un vrai modèle, tu vas trouver que tu es en train de recréer certaines instances, bien tu as perdu certaines instances que tu n'as pas créées, ainsi de suite. Donc, la préservation des scheduling, le design pattern, il l'oblige. Et lui, il est en train de faire ça. Et tu crées toutes les entités, après tu crées les relations. Donc, ça, c'est une règle qui crée les entités. Donc, ça, c'est correct. Ça, c'est une règle qui crée les attributs. C'est une entité. C'est correct. Après, il a commencé à créer les relations. Donc, ici, il a bien préservé la, le scheduling, l'exécution des règles. Donc, pour une première approche, on a pris les transformations de modèles et on a dit, en fait, on peut les représenter dans un rule engine
dans un moteur de règles. Et on a dit, on va prendre toutes les transformations, on va les représenter comme des faits. Parce que déjà, les transformations sont sous forme un petit peu de faits. Tel élément, tel élément, tel élément, tel élément. Donc, on a dit, on va représenter toutes les transformations, on va les coder comme des faits. Après, les métamodèles, ou bien domain specific language, transformation de modèle, ça va être représenté comme des fact templates qui va définir comment je vais créer mes faits. Ok. Parce qu'un fait, il prend un élément, il essaie de le représenter, mais comment tu vas faire l'affaire? Au niveau de métamodèle, ça explique un petit peu comment ton modèle, l'élément va apparaître. Pour ici, c'est les fact templates qui vont représenter un petit peu comment l'élément va apparaître. Après, pour les design patterns, on les a codés comme des règles. Donc, chaque design pattern, c'est un ensemble de règles qui vont détecter ce pattern-là. Donc, on a une première partie qui détecte les participants. J'ai expliqué les petits morceaux d'un design pattern. Après, deuxième phase, ou bien la troisième phase, c'est la vérification de correct execution, ce qu'on appelle l'exécution, OK, des règles. Euh, on a utilisé le langage JS pour l'implémentation, mais on peut utiliser n'importe quel rule engine. Donc, on a ici la règle, on a présenté un petit peu la règle, après les nœuds de la règle, par exemple pour ce cas-là. Ça, c'est la règle, un fait qui dit qu'on a une règle, qu'elle s'appelle class mapping, par exemple. Après, on a un attribut class qui existe dans la règle class mapping, ainsi de suite. Donc, on a expliqué juste un petit peu. Moi, je vais passer rapidement. Après, on a surtout euh, montrer ou bien donner une propriété pour dire comment cet élément apparaît dans la transformation. Tu as des éléments qui apparaissent comme reserve, ça veut dire il est là comme il doit exister. Tu as d'autres éléments qui existent comme il doit se créer. Tu as d'autres éléments qui disent il ne doit pas exister. Et tu as d'autres éléments qui disent il doit se supprimer parce que c'est une transformation de modèle et ainsi de suite. OK? Donc, on a ajouté les propriétés qui représentent un petit peu la transformation de modèle. Donc, ça, c'est un exemple super rapide. Après, ça, c'est un exemple d'une règle qui va représenter un petit peu le participant. OK? Donc, le participant, elle est là. Tu as plusieurs éléments. Donc, on a essayé de chercher tous les éléments s'ils existent. Est-ce que tu as une règle avec tel nom? Est-ce que tu as un nom, un nœud qui est dans la même règle? On utilise des variables et ainsi de suite. Après, on a implémenté la transformation d'une façon là où on va trouver le participant. OK? Après, quelque chose d'important, quand l'approche va détecter l'instance, elle va créer l'instance, mais elle va donner quelque chose qu'on appelle accuracy. Ça veut dire, cette règle-là, elle trouve que les instances qui sont à 100% complètes. Ça, c'est quel langage? Il s'appelle Henshin. Non, le langage de règles. Chess. Ah, ça c'est Chess, merci. Yes. Ouais. Et ça, c'est juste pour... on peut changer, nous, utiliser Non, non, Chess. j'étais juste curieux. OK. OK. Donc, ça, c'est une règle qui va détecter les instances complètes. Donc, si tu veux d'autres règles qui vont détecter les instances partielles, on va juste changer un petit peu la règle pour trouver d'autres instances partielles. OK? Donc, on a fait la validation. Je vais passer rapidement. Donc, on a pris toutes les transformations qu'on a trouvées pour tout ce qui est implémenté sur le langage Henshin. C'est un peu ça, nombre de règles, ainsi de suite. C'est à peu près 30 transformations. Et on a répondu aux premières questions que les gens qui travaillent en ingénierie dirigée par les modèles, les design patterns, ils posent souvent. Est-ce que les design patterns existent vraiment dans les transformations de modèles? Donc, on a posé cette question comme une première question. Et voilà, première réponse, oui, il existe. Ce que vous voyez là, ça, c'est les différents design patterns qu'on a essayé de chercher. Ça, c'est les transformations de modèles. Tout ce que vous voyez en vert, ça, c'est les instances complètes. Ça veut dire que le design pattern a été bien implémenté. Il existe à 100% dans cette transformation, dans cette transformation, dans cette transformation, ainsi de suite. Après, tout ce qui est en bleu, ça, c'est les instances partielles. Ça veut dire ce design pattern a été respecté, mais partiellement. Et ça, on le considère comme une opportunité de refactoring. Qui a défini ce design pattern? C'était défini par Leino. C'est un chercheur qui travaille aux États-Unis, à UK. Dans un collège et c'est lui qui a défini des patterns pour les transformations de modèles. Et, ouais.
Ça existe déjà, et on a travaillé sur ces transformations de demande. OK? Donc, moi, je vais passer rapidement, mais c'est pas chaque design pattern doit exister partout parce que chaque design pattern est là pour un but. Une transformation est là pour un but. Donc, si les deux ils essaient de résoudre le même problème, bah, il doit exister. Soit complètement, soit partiellement, soit on va trouver qu'il n'existe pas et là où on a une opportunité pour l'introduire aussi. OK? Donc, ça, c'était une première approche. Voilà, rapide, on l'a publié, ainsi de suite. Mais on a trouvé que pour trouver les différents variants d'un design pattern, à chaque fois, on doit réimplémenter tout à la main. Ça veut dire les règles qu'on a créées, on doit recréer d'autres règles pour différentes variantes. Surtout quand tu bouges d'un domaine vers un autre aussi, tu dois refaire toutes les tâches. Si tu as un nouveau design pattern, tu dois refaire tout. Ben, c'était pas à 100% automatisé, c'est parce qu'on cherche. Donc, on a dit, euh, on veut quelque chose de mieux. On veut quelque chose générique. Ça veut dire on va juste le lancer et lui, il va être capable de détecter toutes les variantes d'un design pattern. Je ne suis pas obligé d'implémenter plein de règles juste pour un seul design pattern. OK? Donc ici, on a décidé d'aller vers les approches qui sont basées sur la correspondance de chaînes, bien ce qu'on appelle string matching approaches. Donc, on a dit, on va essayer de présenter la transformation de modèle comme une chaîne de caractères. Et après, on va représenter le design pattern comme une chaîne de caractères aussi. Après, on va essayer de détecter cette chaîne dans l'ancienne chaîne qui est la transformation de modèle. Donc, Les transformations sont représentées dans quel langage? ou, ou, Whatever. ça dépend. Celles que vous examinez, elles sont Le représentées. premier, on a utilisé Henshin. Il y en a certains qui sont représentés sur ATL, mais en fait, les approches, ils sont indépendants du langage de transformation. Donc, à chaque fois, nous, on prend la transformation, on va le représenter. Souvent, les gens utilisent soit des graphes, soit bases de données, comme j'ai expliqué. Pour le string, c'est-à-dire pour le string matching, ben, tu as besoin de savoir c'est quoi le langage. Oui, mais Quelle est la grammaire en fait, ça, c'est la première phase. La première phase, qu'est-ce qu'elle dit? On va faire l'encodage. On va prendre le langage, quoi que ce soit. Moi, j'ai implémenté quelque chose de rapide pour le langage Henshin, mais on peut faire pareil pour plusieurs choses. Donc, on a implémenté un script qui va prendre la transformation sur un Henshin, par exemple. Il va générer les strings. OK? Donc, ça, c'est la partie qu'on appelle première phase encodage. Il prend une transformation et génère un string. Il prend un design pattern et génère un string. Mais ici, on parle juste les participants d'un design pattern, c'est parce que design pattern, il peut avoir des boucles, il peut avoir plusieurs choses, mais c'est juste la partie de participants. La deuxième phase, c'est de lancer la détection. OK? String matching approach, justement pour détecter les instances. Donc, deuxième phase, c'est pour détecter les instances. OK? Mais ce n'est pas complètement le design pattern, mais c'est juste les participants, certains parties. Et la troisième phase, ce qu'on appelle recovery phase, ça veut dire on va trouver les instances et on va vérifier si se sont correctement exécutées, si les entités se sont avant les relations, ainsi de suite. OK? La dernière phase, on l'a pas automatisé à 100%, mais le reste est automatisé. OK? Donc ça, c'est un exemple de fonctionnement rapide parce qu'on doit passer le temps. Mais ça, c'est une genre de transformation. Ça, c'est une règle de transformation. L'autre côté, c'est un peu comment exécuter les règles. Cette transformation contient plein de règles, mais on a pris juste, par exemple, une seule règle. Et on a dit, dans cette règle, est-ce qu'on a une instance de design pattern, surtout ce participant-là? Parce qu'elle fait la même chose. Elle est en train de créer des éléments d'un modèle source vers un modèle cible. OK? Donc, voilà le participant. Et si vous voyez, en fait, si on regarde rapidement, juste pour voir qu'est-ce qu'on fait, ça, c'est l'élément source qui est ici, par exemple, expression statement. Et l'autre côté, on a transition. OK? Et on est en train de dire, il faut pas que tu auras une transition. C'est à peu près ce que le design pattern demande. Après, on est en train de créer des traces. Donc, c'est à peu près ce qu'on cherche. Donc, on va voir. Donc, première phase durant l'encodage, qu'est-ce qu'on fait? On prend la règle et on le considère comme un genre de graphe. OK? Donc, on a retiré tous les éléments, tous les liens entre les éléments. On a dit ça, c'est le graphe. OK? Pour le participant, c'est aussi un graphe.
OK? Ça, c'est la première partie. On a tout le code qui automatise ça. Après, on a commencé à ajouter ce qu'on appelle dummy edges. C'est les relations qu'on a ajoutées juste pour rendre le graphe circulaire. OK? Parce qu'à un moment donné, quand on commence à faire la détection string matching detection, tu as besoin toujours de garder le passage de tous les côtés parce que c'est un string. C'est comme un mot. La réalité, ça, c'est pas un string. Tu peux passer comme ça, comme tu peux passer ici, tu peux aller comme ça, tu peux aller comme ça, tu peux aller. Tu as différents chemins. Et quand tu mets ça comme un string, tu as un peu précisé que c'est toujours un seul côté. Avec les demi-edges, on a ajouté d'autres scénarios, là où le design pattern il va vérifier toutes les situations. OK? Ça, les demi-edges, ça vient d'où? Est-ce que c'est de l'UML, non? Euh, non, ça c'est juste des liens que nous on a créés, juste pour faire circuler le graphe. Parce qu'à un moment donné, ça devient un graphe. OK? Donc on a créé les liens un peu partout pour faire tous les passages possibles. Comme ça, on peut détecter toutes les instances. Est-ce que ça ne revient pas à dire que tous les liens sont bidirectionnels? Non. Ici, c'est juste pour l'approche de détection de string. Mais ça aide pas une connaissance. Quand on dit que bidirectionnel, on a changé la connaissance. Mais ici, c'est une seule direction. C'est pas deux. Ça, c'est juste pour la détection, string matching approach. Quand elle va détecter, le patron va être capable. Par exemple, si tu commences ici, tu peux être capable de, par exemple, revenir à un moment donné. Si tu passes par là, tu peux revenir. OK? Par exemple, si tu détectes, par exemple, trace, est-ce que tu prends ce chemin pour la détection ou tu prends ce chemin? Si tu as juste un seul chemin, tu ne peux pas retourner pour vérifier le reste. Avec les dummy-edges, tu peux retourner pour vérifier que, oh, cette partie, ça existe. OK? Et comment vous l'avez implémenté? C'est des contraintes? Non, ici, on a utilisé code Java. Ah, je crois que j'ai quelque chose comme ça. Ça, c'est implémenté sur Java. OK? Donc, mais l'affaire, c'est qu'on représentait les transformations comme un graphe. Après, on a ajouté demi-edges pour rendre le lien graph. Vous avez un peu les définitions de Learning Graph, ça veut dire d'un nœud, je peux aller à n'importe quel nœud. Et le graphe, toutes les nœuds, ils ont les mêmes input et output. Si tu as input vers un nœud, j'oublie le vocabulaire, mais si tu as par exemple une entrée vers un nœud, tu dois avoir le même nombre d'entrées vers pour la sortie. OK? Et aussi, juste pour dire, l'algorithme de string matching, ce n'est pas nous qu'on a inventé, ça existe l'approche. Déjà, Yann Gehen, il a travaillé sur ça, et là, d'autres personnes, ils l'ont utilisé. Et nous, on a implémenté pour ce cas de transformation de modèle. OK? Euh, Après, ça devient quelque chose comme ça. Donc, nous, c'est pas ABC string match, la chaîne de caractères. Mais ce sont des. Chaque lettre, c'est un élément qui va représenter une sémantique, quelque chose dans la transformation. C'est la même chose pour le design pattern. Donc, il a beaucoup de variables. Comme ici, source entity, ça peut être le nom de l'entité qui va venir après. Comme ici, par exemple, ça c'est une variable, mais ici c'est une instance parce que tu as trace, et ainsi de suite. Tu as le métamodèle source, métamodèle target, ça c'est dummy edge. L'autre côté, tu as aussi dummy edge, ça veut dire c'est correct, ça c'est pas ce qu'on cherche, et ainsi de suite. OK? Et après, le string matching, ça va être détecter ça dans ça. OK? C'est des expressions régulières, en gros, vous interprétez ça comme des expressions régulières. Euh, C'est-à-dire, je peux itérer, je peux faire plusieurs fois voilà. quelque chose. Voilà. Après, pour la phase de détection, en fait, on doit avancer un petit peu parce que je crois qu'on a gaspillé beaucoup de temps. Mais c'est. Excuse-moi, moi, je dois m'en aller à 1h30, mais ça ne me concerne que moi. Oui, c'est pour. Faire tous les professeurs de télé. Ok, ça concerne les profs. OK. Mais les étudiants peuvent rester jusqu'à Voilà. 2 heures. Après, ça, c'est un petit peu la détection. La validation, on a utilisé plein de transformations. Pour ceux qui connaissent ATL Zoo, on a pris quelques transformations de ATL. Henshin Website, on a pris toutes les grosses transformations. Après, on a réussi à parler avec une compagnie qui nous a donné quand même un grand nombre de transformations, quand même lourd, le nombre de règles, ainsi de suite. On a utilisé ça aussi. On a fait la détection, on a publié ce papier dans un journal SOCIM. Euh, C'était excellent.
Après, pour la deuxième partie, parce que je veux passer. OK. Quelques limites, c'était juste pour dire que la première approche est aussi assez importante parce qu'elle automatise la vérification de ce que des. OK. Je vais passer. Maintenant, pour la partie là, on n'a pas de connaissance parce que tout le monde veut parler de ça. Pour la partie là, on n'a pas de connaissance, comment on va faire? Moi, je n'ai pas les design patterns, supposons, dans un domaine spécifique language, comme chez Hydro, par exemple. Je dis, je ne connais pas les design patterns, on n'a pas pour le modèle. Maintenant, on a pensé à quelque chose comme AI a little bit. Mais nous, on n'utilise pas trop le terme AI parce qu'on le connaît comme Search-Based Software Engineering ou Automated Learning. Donc, on a dit on va substituer on dit la connaissance par des exemples. OK? Donc, on va utiliser des exemples de avant et après le refactoring. Et après, on va lancer le learning sur ces exemples-là pour générer justement un ensemble de règles qui va faire le refactoring pour nous. OK? L'état de l'art, je vais passer, mais il n'y a pas du monde qui essaye de générer des règles assez complexes pour faire un refactoring, surtout pour les règles de N à M. N à M, ça veut dire que tu as plusieurs éléments dans la partie gauche et tu as plusieurs éléments dans la partie droite. Ça, c'est des règles quand même, ils sont complexes. Et il n'y a personne qui travaille sur le refactoring, premièrement, et aussi sur la transformation in-place, ça veut dire qu'il prend le même modèle, il fait des changements au niveau du même modèle. Parce que ça engendre une complexité grosse complexité par rapport au reste. Je vais juste passer. Euh, Juste pour parler un petit peu la complexité d'un refactoring. Ça, c'est différents cas de refactoring. Et ça, c'est des exemples. Ça, c'est exemple avant refactoring, c'est exemple après. Si je prends juste, par exemple, pull-up attribute, ça veut dire, comme j'ai commencé l'exemple là, tu as un attribut, tu veux le mettre dans la classe mère. Donc ça, dans ce cas-là, j'ai par exemple trois classes avec héritage. B ici qui hérite de A. Et j'ai le même attribut X qui est là et là. Bah, pull-up attribut ici, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas juste mettre l'attribut en O et tu supprimes le reste. Donc ça, c'est une petite modification, c'est excellent. Mais maintenant, si tu changes le modèle juste un petit peu, tu ajoutes une autre classe, maintenant la règle, si tu veux apprendre automatiquement, la règle que tu as appris ici, elle ne va pas fonctionner ici. Parce qu'ici, tu as trois classes. Tu dois dire si tu as trois classes et tu cherches première classe, deuxième classe, troisième classe, et tu as d'autres éléments. Tu dois préserver qu'il y en a héritage, tu as un autre élément qui est la classe mère, ainsi de suite, et les attributs. Maintenant, c'est une règle complètement différente. OK? Donc, tu vas apprendre, on va dire, cette règle-là. Et maintenant, si tu changes le modèle juste un petit peu, en fait, la deuxième règle ne va pas fonctionner. Parce que ici, tu as une autre classe qui hérite de la même classe, mais elle ne contient pas l'attribut. Si tu pull up avec les autres règles, euh, maintenant, ça ne va pas trop fonctionner. Et ici, tu as besoin de plusieurs règles pour résoudre le même problème. Tu vas dire, par exemple, dans ce cas-là, tu as besoin de deux règles. Tu dis, si tu trouves ce scénario, tu crées une règle en eau, après une deuxième règle pour faire le nettoyage. Ce cas-là, non, c'est différent. Tu peux pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je vais créer une autre classe. OK? Et la classe, elle va contenir l'attribut X. Et après, je peux régler le scénario sans faire. Donc, ça, c'est juste des exemples qu'on peut utiliser pour l'apprentissage et pour montrer la complexité. Donc, la formulation du problème, je ne sais pas s'il y en a assez de temps, mais euh, ça, c'est l'espace de recherche ou bien l'espace d'apprentissage. Ça veut dire, ça, c'est les différentes possibilités pour faire un refactoring d'un modèle, par exemple. Donc, je prends par exemple les exemples avant et après, je prends le métamodèle. Après, chacun de ces éléments-là, c'est un ensemble de règles qui peut faire le refactoring. Mais les règles, il y en a de différentes qualités. Donc, ça, c'est l'espace super grand, super large. C'est pour ça qu'on dit Search Space Software Engineering. Et nous, on va chercher quel est le meilleur ensemble de règles qui va matcher le mieux les exemples. OK? Qui va être l'excellent pour les exemples. On va utiliser la programmation génétique. Donc, la programmation génétique, c'est justement une excellente façon pour l'apprentissage des règles automatiques, mais c'est aussi une façon connue quand on n'a pas assez d'exemples. Parce que tout le monde connaît machine learning, mais machine learning, tu as besoin plein d'exemples pour apprendre. Mais si tu n'as pas assez d'exemples, ton algorithme ne va pas générer ce que tu cherches. Donc, la programmation génétique, elle va t'aider à générer à tout moment des règles que tu peux utiliser. Si tu n'as pas assez d'exemples,
elle commence à te générer des règles. Et ces règles ou ces programmes que tu vas recevoir, tu vas utiliser comme un système de recommandation. Ok. Donc, le papier qu'on a mis ici, c'était comme Recommendation Systems for Refactoring. OK? Donc, l'affaire du genetic programming, on va créer une population initiale aléatoirement, un ensemble de règles comme ça. On a plein de programmes, on va créer plusieurs programmes, je vais parler après. Après, tout programme, on va l'exécuter et évaluer la fitness qui dit c'est quoi la qualité de cet ensemble de règles, ce programme. OK? Après, on va faire plusieurs itérations. À chaque fois, utiliser les opérateurs génétiques pour ceux qui connaissent surtout, crossover, mutation, pour changer un petit peu les choses. Et après, on va remplacer la nouvelle population par l'ancienne population. Ok, c'est à peu près ce qui se passe dans la génétique réelle des êtres humains, des animaux, ainsi de suite. Après, on fait le tout. On va boucler plusieurs fois jusqu'à qu'on aura un critère déterminant. Nous, on va décider à quel moment je vais m'arrêter. Et parce que ça commence à boucler infiniment jusqu'à ce que je décide. Après, je prends le meilleur programme, je dis ça, c'est le meilleur exemple, c'est le meilleur ensemble de règles qui va refactorer mes modèles. OK? Donc, ça, c'est la population initiale. On va le créer plusieurs programmes. Chaque programme contient plusieurs règles. Chaque règle, il y a une partie gauche, partie droite. Et dans chaque partie, on a plusieurs éléments. Dans la partie gauche, c'est les éléments qu'on doit préserver, qu'on va chercher, on dit est-ce qu'il existe. Dans la partie droite, c'est les éléments qui vont représenter un peu les actions. Créer un élément, supprimer un élément, modifier un élément, et ainsi de suite. OK? Pour l'encodage et transformation de modèles, euh, parce que l'ensemble de règles, c'est représenté comme, c'est un peu une transformation de modèle. Donc, c'est un ensemble de règles. Voilà, j'ai dit. OK? Pour les opérateurs qu'on a utilisés, on a trois opérateurs en général. On a reproduction, ça veut dire d'une population à une autre pour passer. Je décide un nombre. Souvent, on a des coefficients qu'on utilise comme input vers l'algorithme génétique. Et on dit, par exemple, j'ai un ensemble de programmes que je veux préserver d'une population à une autre. À chaque fois que je passe d'une population à une autre, je dis, par exemple, je prends 20% des programmes que je vais reproduire. Ça veut dire que je le prends tel qu'il est, je le mets dans la nouvelle population. Et souvent, ces programmes-là, ce sont les meilleures qualités de programmes. Okay? Après, j'ai le croisement. Croisement, ça veut dire que je prends différents programmes et chaque programme contient des règles. Donc, je vais juste prendre quelques règles d'un programme à un autre. OK? Donc, si je prends deux programmes, il contient 7 règles, l'autre il contient 5 règles, je prends 2 de ce côté, 3 de l'autre côté et je switch. OK? Après, je remets encore fois dans la population parce que c'est aléatoire, c'est pas moi qui décide. Après, pour la mutation, on a d'autres types de mutations, on a plein ici, mais souvent, soit j'ajoute une règle à un programme, soit je supprime une règle, soit je modifie une règle. Par exemple, je prends une règle, j'ajoute certains attributs dans la règle, je supprime certains attributs, je change variable et tout dans les attributs, et ainsi de suite. Donc, souvent, on a plein de mutations. Okay. Après, parmi les grands piliers de la programmation génétique et l'apprentissage automatique, comment tu vas évaluer tes programmes. Et ça, en fait, pour une première façon de penser, on va dire, je prends l'exemple du modèle que j'attends, le cible. Je dis, moi, je redis. J'ai l'exemple avant refactoring, exemple après refactoring. OK. Maintenant, pour évaluer le programme, je prends après refactoring, ça c'est l'exemple que j'attends, le cible, et je prends ce que le AI a généré, la génétique programmée a généré. Je dis, est-ce que celui-là, il rassemble à l'autre? OK? Donc, premier coup, on commence à dire comme ça. On commence à faire l'évaluation entre ces deux-là pour voir si ça marche. Juste pour vous dire, parce que ça, c'est important pour vous, surtout pour ceux qui font ça. On a passé beaucoup de temps juste avec ça pour dire pourquoi l'algorithme n'est pas en train de converger. Ça veut dire la qualité des règles n'est pas assez good, mais pourquoi on n'a pas compris. Avec le temps, on a trouvé que, en fait, comme on est dans le refactoring, c'est pas assez de la façon comment on est en train d'évaluer les algorithmes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit on doit aussi vérifier avec l'exemple source. Pourquoi? Parce que on doit détecter qu'est-ce qui ne doit pas être changé. Okay? Parce que quand vient une règle, elle change quelque chose,
as des choses que tu dois changer, tu crées un attribut, tu modifies quelque chose. Mais tu dois aussi regarder pour les refactoring, qu'est-ce qui ne doit pas se changer. C'est-à-dire que tu ne dois pas toucher ça. Tu ne dois pas toucher ça. Parce que le refactoring, c'est un artefact. Si tu touches des choses, tu vas le casser. OK? Voilà l'affaire. Euh, donc, la proportion des éléments de type ajoutés ou supprimés parmi ceux attendus. OK? Après, ça, c'est mode. Euh, après, pour reste, ce sont les éléments du modèle source de type T, blablabla, pour présenter les éléments qu'on ne doit pas toucher et qu'on doit préserver. OK? Après, on a ajouté des coefficients ici pour contrôler ça. Si on ajoute on augmente ici pour ce coefficient-là, ça veut dire l'algorithme, le AI, il va avoir plus, il va être motivé pour changer beaucoup plus les éléments. Il va créer, il va faire des choses. Si on diminue ça et on augmente ça, ça veut dire on dit tu fais pas beaucoup de modifications. Tu changes juste un petit peu. OK? Et souvent, on joue avec ça pour trouver quel est le meilleur cas. Vous les réglez comment les alpha, bêta? Ouais, ça c'est une très bonne question. Au début, en fait, on était un peu perdus parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. OK? Mais avec le temps, on a trouvé, parce qu'au début, on a dit, supposons 50-50. OK? Comme ça, c'est plus ça. Mais avec le temps, on a constaté que ça dépend le problème. Comme nous, on est dans le refactoring, c'est pas très intéressant de faire beaucoup de modifications. On commence pas juste à créer les attributs, les éléments, c'est pas bien. Et le AI, s'il commence à faire ça, il va commencer à boucler. On appelle local optimum. Ça veut dire qu'il ne va pas converger vers ce que tu cherches parce qu'il est en train de casser le modèle. Il n'est pas en train de régler ce que tu cherches. Donc souvent, le alpha, on diminue un peu par rapport au bêta pour dire préserve ce qui existe déjà parce que c'est important. OK? Et après, dans le papier, on a donné un peu plus de détails, mais c'est un peu ça. On a donné un peu les alpha, bêta, les meilleurs pour le cas du refactoring, pour transformation de modèles. OK. Je ne sais pas si on a assez de temps, mais on a répondu à quelques questions. Surtout, est-ce que l'ensemble a pris refactors correctement un modèle? Ça veut dire on a appris un ensemble de règles, mais est-ce qu'ils font vraiment le refactoring? Ça, c'est une question qu'on essaie de répondre. Après, on a dit, est-ce que le refactoring attendu appart-il dans des règles apprises? Parce que toi, tu as généré un ensemble de règles, mais quand tu regardes les règles, est-ce que tu vois le refactoring ou pas? Est-ce que tu comprends un peu? Il y en a du sens dans les règles? Après, euh, on a dit souvent quand tu utilises quelque chose comme genetic programming ou un programme d'apprentissage automatique, tu veux assurer que ton algorithme, à chaque fois qu'on lance, il converge. Parce que c'est basé sur le hasard, random. Parfois, il monte, parfois, il ne monte pas. Donc, nous, on voulait avoir une approche qui va fonctionner pour tout le monde. Donc, on veut être sûr qu'il converge, ça veut dire qu'il génère des règles qui ont de qualité. OK? Pour le premier cas, on a calculé le rappel et la précision. On a pris différents métamodèles, diagrammes de classe, workflow, PetriNet et BPMN. Pour ces deux-là, on a eu des exemples. Pour le class diagram, on a pris un open source, un géant, et on a fait reverse engineering pour faire sortir les classes, diagrammes de classe. Et on a utilisé ça. C'était assez grand. Il contient plein d'exemples d'instances avant, après refactoring, ainsi de suite. OK? Après, pour le rappel et la précision, on a calculé le rappel comme, on l'a défini comme les bons changements qui doivent se faire. Et on a divisé ça par rapport aux changements qui doivent être se faire. OK? Ça veut dire, toi, tu as fait 50 choses, 50 changements, mais tu étais supposé de faire, on va dire, 60. Donc, tu n'as pas fait assez. OK? Et ça, il va te donner une idée combien ton algorithme est capable de faire les modifications et les variants. Il est capable de gérer toute la situation. La précision, là, c'est différent. On dit, est-ce qu'il est précis dans sa façon comment il change? OK? Donc ici, on l'a calculé combien de changements, bons changements que tu as fait. Après, on a divisé sur les bons changements par rapport en ajoutant les mauvais changements. Ça veut dire que tu as changé, tu as fait des changements bien, mais combien de changements tu as fait mauvais, combien tu as fait correctement. OK? Donc ça, c'est juste pour calculer la précision. Moi, je suis pressé un peu pour aller. Mais, mais pour les class diagrams, c'était 100%. Pourquoi? Parce que c'était géant ce qu'on a utilisé. Il contient plein d'instances.
il contient ce qu'on appelle les bons exemples et les contre-exemples. Ça veut dire que tu dis dans ce scénario, tu fais ça, mais quand il y a aussi assez de scénarios que tu dis dans ce cas-là, tu ne dois pas toucher. Dans ce cas-là, tu ne dois pas faire. Ce n'était pas le cas pour nous dans les autres métamodèles parce que les modèles qu'on a trouvés ne sont pas assez grands, ils contiennent beaucoup d'instances. Pour ça, vous voyez ici, par exemple, ce n'est pas 100%. OK? Ça, ce n'est pas un problème parce que ça, c'est juste la fitness, donc on s'en fout. Mais c'est la rappel et la précision, c'est ça ce qui est important. OK? Ici, pour dire qu'en à tout moment, on était capable de refactorer, on était capable de converger, donc c'est excellent. OK? Pour le PetriNet, le problème qu'on a trouvé, c'est que le métamodèle, il n'est pas assez variant. Par exemple, dans le PetriNet, tu as juste les transactions et tu as les nœuds. OK? Merci. Tu n'as pas plein d'éléments que tu peux dire. C'est compliqué quand il y en a juste quelques éléments. Parce qu'à chaque fois qu'il touche quelque chose, il casse tout. Si une règle dit supprime nos nœuds, il va supprimer plein de nœuds. OK? Mais par exemple, diagramme de classe, tu as attribut, tu as héritage, tu as relation, relation de composition. Donc ça donne plus de chances de travail. OK? Et pour l'autre question, ça c'est un exemple de règle qu'on peut apprendre. Donc cette règle, c'est quand même à peu près, il y en a 15 éléments ici. Donc, tout ça, il apprend automatiquement. Cette transition, cet état, cet état. Donc, ça, c'est les états qui doivent se préserver. Ça veut dire, ça, c'est représenté sur Henshin, mais souvent, on a partie gauche, partie droite. Ok. Mais on a mis juste langage Henshin pour rapidement. Et aussi, il a créé cet élément, cet élément, cet élément. Il a dit cet élément doit se créer. Cet élément doit se créer. Donc, ça, c'est ce qui existe déjà dans la partie droite. Après, ce qui est en rouge pour dire cet élément doit se supprimer. Cet élément doit se supprimer, ainsi de suite. Donc, ça, c'est une seule règle. Souvent, le programme, il contient comme plusieurs règles. Et chaque règle, elle est à peu près 15 éléments la partie gauche, 15 éléments la partie droite. Pour ceux qui ont fait le learning, ils savent que ça, c'est compliqué, c'est pas facile. Et, euh, voilà, donc ça, c'est l'ensemble des règles qu'on attend. Ça, c'est été généré. Ça, ce qui est attendu. Parfois, on a bien fait les choses, comme j'ai déjà expliqué, diagramme de classe. Pour d'autres, on n'a pas fait à 100%, mais la qualité, c'était bon parce qu'il n'y avait pas assez de contre-exemples pour forcer le programme d'apprendre mieux. Et donc, à chaque fois qu'il fait modification, c'est juste. Donc, lui, il a appris que ça, c'est correct, c'est assez. Mais si tu ajoutes plus de contre-exemples ou bien tu prends des exemples qui contiennent plus de contre-exemples, il va apprendre que ça, c'est pas assez. Tu dois ajouter, par exemple, des conditions pour dire que ça, c'est égal à ça ou il ne doit pas faire ça. Voilà. OK. Après, pour montrer que les solutions toujours convergent, on a lancé à peu près 5 exécutions en plus. Euh, et à chaque fois, on suit un peu la convergence. Et vous voyez, à tout moment, il monte vers le 1, c'est 100%. Et ça, c'est important. Parce que parfois, tu donnes une solution, mais quand on prend à l'industrie et on lance, ça n'exécute pas. Mais dans ce cas-là, on a bien prouvé qu'à tout moment, ça converge vers le 100%. 5 exécutions, donc c'est excellent. Après, conclusion, euh, il est possible d'automatiser le refactor en MD en présence et en absence des connaissances préalables. Voilà. Donc, les patrons de conception sont une solution valide, une connaissance valide. Ça, c'est pour la première partie de Design Pattern Detection. On a trouvé juste une connaissance valide à utiliser pour le refactoring. Ça veut dire que tu peux utiliser Design Pattern pour faire le refactoring. Et la détection des patrons crée réellement des opportunités de refactoring. Ça, toujours la première partie de la thèse. Après, aussi, on a dit l'absence de connaissances peut être substituée par des exemples, ok, par l'utilisation d'exemples. Ça veut dire si tu prends des exemples, tu peux substituer si tu n'as pas de design pattern ou tu n'as pas la connaissance comment faire un refactoring. Ok. Après, on a discuté un peu les limites, mais je vous remercie. Ça, c'est ce qu'on a publié déjà. Tout ce que j'ai dit, c'est déjà publié, journal, euh, rapide conférence, ainsi de suite. Je vous remercie. On a pris du temps avant qu'on commence. Désolé un petit peu, on n'a pas super bien géré le temps, surtout le début, les questions, mais aussi parce que c'était juste la semaine passée que j'étais informé que tu vas présenter un séminaire.
Donc, si vous avez des questions, vas-y. En fait, il a fini toutes ses questions, il a quitté. Les gens en ligne. Est-ce qu'il y a des questions sur Zoom? Je vais écrire dans le chat. En fait, si je peux dire un peu plus, juste par rapport à vous, parce que je sais que chaque personne travaille sur un domaine différent, avec des problèmes différents. Mais l'affaire qu'on a montrée ici, c'est qu'à tout moment, tu peux trouver une solution pour résoudre ton problème. OK? Je donne un exemple. Par exemple, je travaille maintenant aussi, on a des publications dans le domaine de la santé et on a différents problèmes au niveau du domaine de santé. Donc, moi, dès que je suis rentré, on a utilisé les mêmes trucs. On a dit, est-ce que vous avez de la connaissance comment résoudre ce problème? Par exemple, dans le domaine de la santé, on essaie de détecter la propagation d'une maladie. On essaie de détecter aussi ce qu'on appelle community detection. Ça veut dire on détecte la communauté des personnes qui vont transférer la maladie. Ça veut dire si tu trouves ces gens-là, tu peux rapidement bloquer la maladie. Si tu n'es pas capable de faire ça, la maladie, ça toujours propage. Et la première question, on a dit, est-ce que vous avez une connaissance qu'on peut utiliser pour résoudre ce problème? Parfois, ils ont, mais parfois, ils n'ont pas. Donc, on a dit, quand vous n'avez pas, OK, on va utiliser l'intelligence artificielle pour apprendre soit des règles, soit une solution automatiquement. Si vous avez de la connaissance, on va essayer de trouver cette connaissance et on doit utiliser cette connaissance. OK? Et même, on a commencé à les proposer, est-ce que vous pouvez nous donner genre des patrons comme ça qu'on peut chercher rapidement, ainsi de suite. Et même eux, ils ont commencé à dire, ah ouais, c'est intéressant, on peut essayer d'écrire quelque chose. OK? Après, quand on connaît qu'ils ne sont pas capables de donner plus que ça, maintenant, on commence à s'intéresser à l'intelligence artificielle. Je voulais aussi proposer quelque chose comme une loupe fermée. Ça veut dire on prend le maximum de connaissances et on intègre dans ton algorithme d'intelligence artificielle pour améliorer l'apprentissage et améliorer la qualité et non pas commencer de scratch, de zéro. Tu commences de quelque chose concret, ça va aider l'apprentissage automatique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, super. On a fait la même chose pour le domaine aussi de chimie. C'était pareil. On a commencé à penser comment résoudre le problème et c'était le même principe excellent. Donc, merci. Merci beaucoup.